28 décembre au 1er janvier au 1er janvier des vacances. Je crois que personne ne peut penser que c'est complètement anormal. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai enfreint des règles gouvernementales en faisant cela? Là, votre reportage le dit bien, là aussi la réponse est non. Et puis troisièmement, est-ce que les choses auraient changé si j'avais été ailleurs ou même si j'étais resté à Paris? Et là aussi la réponse est non. Bon, il se défend. Il se défend, Jean-Michel Blanquer. Il n'a pas l'intention de céder. Il n'a pas l'intention de céder aux appels à la démission. On l'imagine pas démissionner là, mais quand le ministre lui-même dit c'est peut-être une erreur, c'est une erreur. Il faut enlever le peut-être, c'est une erreur. Donc c'est une manière de demander pardon et d'essayer de passer à autre chose. Le problème, c'est que jeudi, il y aura des enseignants dans la rue. Sur plusieurs pancartes, à mon avis, on va localiser Ibiza. Si ça se trouve, on entendra de la musique. Enfin, ils vont mettre de la techno. Ça l'affaiblit, évidemment. On se moque de lui. C'est une perte d'autorité. Enfin, voilà, c'est pas bien, quoi. Après, vous remarquerez que ça n'éclabousse pas le reste de l'exécutif pour l'instant. C'est cantonné à la personne de Jean-Michel Blanquer. Et alors ça, c'est une vraie question. Pour l'instant, on va voir dans les jours qui viennent, ça ne crée pas une ambiance. Certes, oui, mais à moins de 3 mois de la présidentielle, vous ne pouvez pas vous permettre de lâcher votre tour en plein milieu de la bataille, parce que les oppositions lui tapent dessus. Parce qu'ils ont bien compris que c'était le clou pour essayer d'affaiblir Emmanuel Macron. Mais justement, donc ça le préserve d'une certaine façon. Oui, mais est-ce que ça va pas coûter cher à Emmanuel Macron demain? C'est son discours sur l'Europe. C'est devenu son maillon faible. Et en termes de, juste un mot, en termes de communication, c'est mauvais, je crois, pour l'ensemble du gouvernement, cette faute, parce que je compare évidemment pas, mais dans une ambiance où on a eu il y a quelques jours la phrase bien célèbre 1-1 les non-vaccinés, il y a un côté, il peut y avoir un côté désinvolte. Désinvolte, oui. Une ambiance désinvolte. Bien sûr. Chef de l'État dit voilà, on va emmerder les non-vaccinés. Un ministre qui ne se rend pas compte que symboliquement il peut pas aller à Ibiza. On verra les sondages, mais il y a un côté, on s'occupe pas assez du quotidien des Français. Bien sûr. Et moi, je crois qu'il faut faire gaffe pour Emmanuel Macron. Voilà. C'est vrai que ça renforce l'idée d'un pouvoir hautain et déconnecté. Mais il y a un faux plat mauvais. Le vrai souci, c'est que Jean-Michel Blanquer, c'est pas n'importe qui dans le dispositif. Quand vous demandez aux macronistes quelles sont les réformes dont ils sont les plus fiers dans ce quinquennat, la première qui vient quasi systématiquement, c'est absolument le dédoublement des classes de CP-CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Quand vous demandez également... Une mesure sociale extrêmement bonne. Sur le sanitaire, sur la gestion de la crise du Covid, quand vous demandez aux macronistes qu'est-ce qui a été bien réussi dans la gestion de cette crise, c'est bien évidemment la spécificité française qui veut que les écoles et les collèges et les lycées sont restés ouverts, je pense, comme aucun autre pays du monde. Donc c'était quand même quelque chose, un atout dans la perspective de la campagne qui va s'ouvrir. Et c'était Jean-Michel Blanquer qui le portait. Et patatras, avec la tour, comme vous disiez Nathalie, avec cette métaphore des échecs, si la tour tombe, eh bien, elle peut entraîner le petit pion à côté, le fou, et voire peut-être la reine et le roi. Alors écoutez quand même les opposants qui aujourd'hui se sont donnés à cœur joie. Cette désinvolture, elle dit quelque chose. Vous voyez, cette désinvolture qui consiste à partir, passer ses vacances dans des endroits dits paradisiaques, démontre d'abord une forme de désintérêt pour ce que vivent les Français en pleine campagne présidentielle. Je demande la démission de Jean-Michel Blanquer. Et le niveau d'impréparation, d'improvisation permanente sur les protocoles sanitaires à l'école remet en cause sa préparation, son sérieux, son professionnalisme. Voilà, donc des réquisitoires. Il est un peu habillé pour l'hiver, oui. Oui. Vous savez, dans le sondage quotidien, en une semaine, Emmanuel Macron a perdu 2,5 points. C'est notre rolling. C'est ça l'ambiance. Bien sûr. C'est ça qui fait que chacun regarde. Est-ce qu'ils sont très sérieux? Est-ce qu'on va continuer avec eux? C'est ça le danger. Je ne dis pas que cet épisode-là peut être générateur d'une défiance. Petit poison lent. Oui, c'est ça. L'ensemble des choses finit par faire entendre une musique. Alors, je crois qu'on est en direct avec Marie Lebec, qui est une des porte-parole du groupe La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, il a reconnu à 2 reprises aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation, et ce soir sur le plateau de TF1, que la symbolique était mauvaise et que c'était une erreur qu'il aurait changé de lieu. Est-ce que vous trouvez que ça suffit pour dissiper ce sentiment de désinvolture, je dis bien sentiment, je ne parle pas de la réalité du travail au quotidien et du fait d'avoir gardé les écoles ouvertes, en l'occurrence, mais du sentiment
de désinvolture. Or, quand on est à 80 jours de la présidentielle, un sentiment de désinvolture, c'est assez fatal. Écoutez, moi j'ai effectivement entendu à l'Assemblée nationale et ce soir en écoutant Jean-Michel Blanquer ses explications. Je crois qu'effectivement ce qui devait être dit et les regrets qui devaient être exprimés ont été exprimés. Et puis je crois que maintenant il faut aussi regarder la réalité peut-être de ce qui est exprimé sur Jean-Michel Blanquer. Je vois bien que certaines oppositions et notamment à gauche, parce qu'elles n'ont pas grand-chose à proposer, se font le plaisir et se donnent à cœur joie pour reprendre cette polémique. La réalité c'est que d'une, les gens comprennent que entre le 25 et le 31 décembre, on peut prendre quelques jours de congé et que, au demeurant, la situation, effectivement, dans les écoles n'est pas simple et que la présence physique ou à distance de Jean-Michel Blanquer pour préparer cette rentrée n'aurait pas changé grand-chose à la difficulté de la situation dans laquelle on est. Et je peux vous dire, par rapport, Ruth, par rapport à la question du sentiment que vous évoquez, le sentiment que nous sommes dans une situation très compliquée pour l'école aujourd'hui est partagé par de nombreux parents et qui, je crois, saluent effectivement l'engagement de l'exécutif pour essayer de maintenir les écoles ouvertes et de trouver les solutions difficiles. Parfois, nous faisons des protocoles qui sont trop compliqués, nous l'avons reconnu la semaine dernière, mais nous savons aussi les rectifier quand c'est nécessaire et engager le dialogue avec l'ensemble des partenaires pour trouver les meilleures solutions. Barry Lebec, c'est qu'on se demande en fait parfois, parce que le travail encore une fois de fond, la personnalité de Jean-Michel Blanquer assez austère, assez sérieuse, mais est-ce qu'il n'a pas donné un sentiment d'arrogance, un sentiment à tous ses interlocuteurs d'une forme d'arrogance, ou alors de l'amateurisme en politique après bientôt 50 quinquennats ? Non, je crois qu'il a dit devant la représentation nationale, et je crois que c'était aussi toute la force symbolique de la première prise de parole de Jean-Michel Blanquer tout à l'heure à l'Assemblée nationale, de reconnaître effectivement que le lieu était peut-être mal choisi, ce qui prouve aussi peut-être la sincérité du ministre dans le fait de se dire, moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de me battre pour l'école ouverte, pour que tous les enfants puissent accéder à la scolarité malgré la crise sanitaire. Et je rejoins ce qu'a dit le ministre à l'occasion de son échange avec Gilles Boulot. On passe beaucoup de temps sur cette question du lieu. Et il ne faut pas nier la charge symbolique, mais je crois qu'au-delà de ça, il faut encore se dire que nous avons encore des jours difficiles devant nous pour maintenir les écoles ouvertes et que nous ferions mieux de nous concentrer sur ces sujets-là. Et les oppositions seraient de meilleur augure de faire des vraies propositions plutôt que de faire comme Yannick Jadot ce matin, d'appeler à la démission comme si c'était une solution responsable face à la crise sanitaire. Merci Marie Lebec, merci d'avoir été en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale. On va écouter justement ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer sur son erreur. Je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été. J'étais juste en plein air, en lien avec le gouvernement, le cabinet et les interlocuteurs, comme d'ailleurs la chronologie le montre. On voit bien que c'est peut-être un peu une erreur, puisque après, il y a cette exploitation qui est faite. Mais si on regarde froidement les choses, on ne doit pas non plus... tous les jours se battre sa coulpe parce que les adversaires ont envie de vous déstabiliser. Voilà, on est en direct avec Othmane Nasrou, qui est un des porte-parole de la campagne de Valérie Pécresse. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Bon voilà, bonsoir. Le ministre de l'Éducation, il dit c'était une erreur, symboliquement c'était une erreur, le fond est ailleurs, c'est dans le travail, c'est dans le fait de laisser les écoles ouvertes. Vous êtes d'accord ? Le problème, c'est que le travail, précisément, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait en temps et en heure. Nous n'aurions jamais dû avoir un protocole sanitaire annoncé la veille de la rentrée, modifié 3 fois dans une absence totale de concertation et avec la communauté éducative et avec les élus locaux. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Ce n'est pas simplement la question personnelle de Jean-Michel Blanquer, c'est la responsabilité du gouvernement et d'Emmanuel Macron dans une nouvelle impréparation, manque d'anticipation, face à la crise sanitaire, et le fiasco qu'on a connu dans l'école depuis 2 semaines n'aurait jamais dû avoir lieu, et c'est sur cela qu'on attend encore des explications. Donc vous dites ce soir, ça ne suffit pas, reconnaître une erreur ne suffit pas pour dissiper ce malaise, mais on a aussi entendu dans vos rangs aujourd'hui des gens qui disaient, bon, c'est un peu du populisme de dire Ibiza, c'est pas très important, on ne sera pas des populistes. Et mon sujet n'est pas Ibiza, je ne vous ai pas parlé d'Ibiza, je vous parle du fiasco qu'ont connu des centaines de milliers de familles dans un protocole sanitaire qui aurait dû être élaboré bien différemment. Et je suis préoccupé parce que je vois qu'il y a toujours
ce manque d'anticipation dans la gestion de la crise sanitaire. Les autotests auraient dû être mis en place dès le mois de septembre. Et je m'interroge sur ce qui va arriver aussi. On a des épreuves de spécialité au bac qui doivent avoir lieu au mois de mars. Vont-ils annoncer le report aussi de ces épreuves la veille pour le lendemain ou leur maintien? Il faut que ce gouvernement tire les enseignements des erreurs qui n'ont cessé d'avoir lieu depuis 2 ans maintenant dans la gestion de cette crise sanitaire. Il faut anticiper, il faut concerter. Et c'est pour cela qu'avec Valérie Pécresse, nous avions proposé de reporter la rentrée scolaire d'1 semaine. Nous savions que ça allait être la pagaille, tout le monde le savait, et cette pagaille n'a pas été anticipée. C'est ça la responsabilité du gouvernement et d'Emmanuel Macron, et c'est pour cela que dans 3 mois, ce n'est pas la démission d'un ministre dont on a besoin, c'est du changement total du gouvernement et de la majorité au mois d'avril lors des élections présidentielles. Alors Renaud Pilat voudrait vous poser une question. Oui, depuis hier soir, les critiques de la droite et des Républicains sont assez convenus, je dirais. Voilà, il y a un travail est fait, mais enfin, vous ne demandez pas la démission de Jean-Michel Blanquer, Valérie Pécresse non plus. Est-ce que c'est parce que Jean-Michel Blanquer reste populaire à droite et qu'il parle à votre électorat et que quelque part, on l'a vu, certains électeurs de droite disent attendez, les polémiques, et voilà, ils ne sont pas sur cette ligne de on ne peut pas prendre de vacances. Non, la réalité, c'est que la démission de Jean-Michel Blanquer ne fermerait pas la parenthèse de l'amateurisme qu'on a connu à de moultes occasions. Je ne vais pas revenir sur les masques, sur les tests, sur toutes les consignes contradictoires et sur ce protocole sanitaire qui est certes de sa responsabilité, et qui a été mal ficelé, qui a été amendé à 3 reprises, mais qui est surtout caractéristique d'une manière de fonctionner d'un pouvoir qui est solitaire, qui est très vertical, qui, encore une fois, rendez-vous compte, on n'a même pas associé les élus locaux qui, pourtant, ont la charge des écoles, des collèges et des lycées. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Et donc, le débat sur la démission de Jean-Michel Blanquer, il est réducteur par rapport à ce qui est en réalité la responsabilité d'Emmanuel Macron lui-même dans une pratique du pouvoir qui a montré ses limites en période de crise sanitaire et pas seulement. Et c'est ça aujourd'hui qui est en cause. Et c'est pour cela qu'on est à 3 mois d'une élection présidentielle qui est importante. Et il faut rappeler que le fiasco qui a eu lieu aujourd'hui dans l'école, il était évitable. Et une autre gestion de cette crise sanitaire est possible. Et c'est ça que nous défendons avec Valérie Pécresse, au-delà de la situation personnelle d'un seul ministre. Othmane Nasrou, juste un mot, parce qu'on va regarder notre rolling, c'est-à-dire le sondage quotidien réalisé par IFOP, fiducial pour LCI notamment. Et sur ce sondage, on voit l'évolution des intentions de vote. Et aujourd'hui, Valérie Pécresse est juste en dessous de Marine Le Pen. Et dans le fond, elle est toujours dans le même étiage. Et il n'y a pas d'effet... il n'y a pas de décollage de cette candidature qui a bénéficié de la primaire, qui a eu une publicité en soi importante. Or, aujourd'hui, il y a une stagnation et quelques questions autour de cette candidature, de son image, de son autonomie, de son indépendance, de sa personnalité. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je n'entends pas ces questions-là. Ce que je vois, c'est que La République En Marche et les orateurs, les différents intervenants de la Macronie ne ciblent que Valérie Pécresse dans les critiques qu'ils émettent. On les entend peu parler de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour pour une raison simple, c'est que Valérie Pécresse est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. C'est une évidence. Tout le monde le sait. Et donc, moi, je ne m'inquiète pas de ce que vous me dites là, des commentaires des uns et des autres, c'est de bonne guerre. La réalité, c'est qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Et nous rentrons petit à petit dans cette élection présidentielle, malgré les tentatives d'Emmanuel Macron d'escamoter le débat public, avec des déclarations fracassantes, avec une crise sanitaire qui étouffe le débat. Moi, je suis tout à fait serein. Je sais que les Français ont envie d'alternance, ont envie d'une autre gestion que celle d'Emmanuel Macron. Et Valérie Pécresse, c'est le seul vote utile, quoi que peuvent dire quelques mauvaises langues, encore une fois, qui ont choisi leur adversaire. Et ça montre que le match, il est là, entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, et pas ailleurs. Merci beaucoup. Merci Othmane Nasrou d'avoir défendu votre candidate, ce qui est votre rôle aujourd'hui. Merci d'avoir été en direct. On peut rester un moment sur ces intentions de vote et on va les revoir de nouveau. Puisque Valérie Pécresse, donc le trio de tête n'a pas bougé depuis hier. En revanche, Éric Zemmour a perdu 1 point de plus et Jean-Luc Mélenchon en a gagné 1. Le reste ne bouge pas trop non plus. Et donc, c'est la nouveauté d'aujourd'hui. La nouveauté d'aujourd'hui, oui. Éric Zemmour, on peut penser que le handicap, ça le pénalise, que ce genre de polémique, évidemment, assez détestable, porte préjudice au candidat. Emmanuel Macron est quand même passé sous la barre des 25. Il y a une semaine, il était à 26 ou 27 peut-être. 27, oui. 27, oui. Il a perdu 2,5 points. Ça, c'est quand même assez signifiant, je trouve. Et puis Jean-Luc Mélenchon, je suis assez attentif au score de Jean-Luc Mélenchon parce qu'en 2017, il était dans ces eaux-là en janvier. Ouais.
Et puis après, il y a un côté, pas diesel, mais enfin, il y a un côté... Jean-Luc Mélenchon sait installer une campagne. Je ne sais pas s'il saura cette fois-ci, mais bon, il a un socle. Il fait une bonne campagne. Bien Ce qui est sûr. intéressant, c'est que vous avez 3 sous-ensembles dans les 5 premières classes. Macron détaché, un duel pour la deuxième, qui cette fois n'est plus un trio, mais un vrai duel entre Le Pen et Pécresse. Ah, oui. Et vous avez Zemmour et Mélenchon qui commencent Mélenchon qui se rapproche de Zemmour. Et effectivement, Mélenchon avait fait une très bonne campagne techniquement, quoi qu'on pense du fond la dernière fois. C'est ce qui lui avait permis de décoller. Je pense que la ficelle est un petit peu usée, ça va être dur de rééditer pour la 3e fois un exploit de ce type. Et souvenez-vous qu'en plus, il avait Benoît Hamon en face de lui. Alors certes, Anne Hidalgo n'est pas non plus stratosphérique dans les sondages, mais voilà, c'était une configuration tout à fait particulière. Oui, 2 petits mots, je suis entièrement d'accord avec Jean-Michel. Jean-Luc Mélenchon, il fait une bonne campagne et il peut bénéficier, me semble-t-il, dans les semaines qui viennent, d'un début de vote utile. Bien sûr. On voit Oui, des électeurs socialistes, tendance Martine Aubry, tendance assez à gauche, qui disent bon, il y en a qu'un, c'est Jean-Michel, c'est Jean-Luc Non, pas Mélenchon. Jean-Michel Blanquer, c'est Jean-Luc non, Mélenchon, oui. voilà. Bah oui. Pas Blanquer, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et si il se recentrait un tout petit peu, Ouais. Jean-Luc Mélenchon, je crois. D'ailleurs, je crois qu'il aurait dû faire ça depuis 2017. Bien sûr. Tout petit peu, pas le fond du programme, mais sur la forme, je pense qu'il a un potentiel. Un peu Deuxièmement, moins de bruit et de fureur, Renaud. c'est ça. voilà, mais pour l'instant, ça tient un peu. Ils sont meeting très réussi. Emmanuel Macron, je disais ça hier soir, je pense qu'il est temps qu'il passe à autre chose. Demain matin, grand discours devant le Parlement européen, mais son projet a intérêt à être... Waouh, comme on dit. Waouh. Hein, waouh. De la bombe, comme on dit, parce que sinon... J'y crois pas une seconde. Jean-Michel Apathy n'y croit pas une seconde, il fait le blasé, celui qui a tout Non, vu et mais qui pas ne va le- pas être surpris. Non, Moi, je Ruth, comprends, hein. non, Il y en c'est pas- aura, non, il y en c'est aura. pas- non, je suis désolé, c'est pas du tout ça. C'est que il y a beaucoup de prétentions à imaginer Bien que sûr. vous allez éclabousser de votre intelligence et de votre créativité ceux qui vous regardent. C'est une prétention folle. J'ai vu, c'est une chandelle du Parisien, un effet waouh. Franchement, si j'avais quelque chose à conseiller à l'Élysée, pas ça, mes amis. Pas ça. Mais du boulot, non, je suis pas d'accord, du La fond. présidentielle ne se fera pas sur la question européenne, aussi triste que ça non, puisse non, être. bien sûr. Clairement, Ok, ce alors, sera pas le on cas. écoute Pas Jean-Michel sujet. Blanquer parce que effectivement, il a dit, je n'aurais pas choisi ce lieu si c'était à refaire. Écoutez. J'étais au Conseil de défense le lundi qui précédait, donc j'ai fait tout le travail en équipe nécessaire. Le lendemain, je me suis exprimé sur France Inter sur le sujet. Ce n'est qu'à ce moment-là que je suis parti. J'ai continué à travailler. Nous avons tous, l'ensemble des acteurs concernés, attendu ce que nous donnerait le Haut Conseil le vendredi soir. J'ai travaillé dans cet intervalle et le lendemain. Donc s'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais, parce que je vois bien la connotation qu'il a. Donc bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu, mais sur le fond, ça ne changerait rien. Alors, on parlait de Jean-Luc Mélenchon. On est avec Adrien Quatennens en direct. Bonsoir Adrien Quatennens, vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, c'est-à-dire numéro 2 de la France Insoumise. Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale, merci. Voilà, le ministre de l'Éducation a dit c'était une erreur, j'aurais changé le lieu, mais en revanche, j'avais le droit de prendre des vacances et j'ai travaillé. Et je n'étais pas dans l'illégalité, entre guillemets, par rapport aux règles du gouvernement, c'est-à-dire à 2 heures de Paris et disponible quand il le faut. Donc maintenant, retournons à nos moutons, c'est-à-dire l'école et l'école ouverte. Ça suffit pour vous ? Rendez-vous compte, Routel Krief, il ne nous a même pas envoyé de carte postale. C'est incroyable. Non, écoutez, sérieusement, c'est pas le fait que le ministre prenne des vacances qui nous pose problème. Bon, il est clair, et d'ailleurs il l'a reconnu lui-même, que la symbolique d'Ibiza a quand même une portée. Et c'est pas à vous que je vais apprendre, Routel Krief, qu'en politique, la symbolique a aussi son importance. Et d'ailleurs le ministre le reconnaît. Non, c'est évidemment tout le contexte. Mais je dois vous dire sur le lieu choisi. Vous voyez, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, juste au moment des vacances de fête de fin d'année, vous vous souvenez qu'il était en déplacement aux Antilles. Et quand le programme du déplacement aux Antilles s'est achevé, il avait potentiellement le choix de rester au soleil pour ses vacances. Et il a finalement choisi de replier ses bagages et de rentrer à Paris, précisément avec le souci de se dire oui, je peux être au soleil et profiter un peu de quelques jours de vacances, mais je suis candidat à l'élection présidentielle
Et je crains effectivement la manière dont cela pourrait être perçu. Il ne faut pas trop se décaler dans ses choix de celles et ceux qu'on veut représenter. Et donc, dans cette période, il a jugé plutôt utile de rentrer à Paris. C'est un des exemples qui montre que oui, quand on prétend à des fonctions importantes, on sait que le symbole compte. Oui, mais Jean-Michel Blanquer, il n'est pas candidat à la présidentielle. Vous l'avez remarqué, hein, il n'est pas candidat à la présidentielle. Ah non, et mais franchement, si jamais il était parti en vacances à Saint-Malo ou à Ussel ou à, je sais pas moi, à Combloux, voilà, vous auriez eu la même réaction, sincèrement. Non, mais il y a fort à penser que dans les manifestations de l'éducation nationale ces prochaines semaines, il y aura des détournements de cartes postales magnifiques à n'en pas douter. Mais ce que je veux vous dire, c'est que plus que cela, ce qui est en cause avec Jean-Michel Blanquer, c'est le fait que notamment le protocole sanitaire a été annoncé chez vos confrères du Parisien dans un article payant à quelques heures de la rentrée des classes et qu'on apprend de surcroît que cette interview a non pas été faite depuis le bureau du ministre dans sa fonction comme l'illustraient les images, mais depuis Ibiza. Mais en réalité, le problème, c'est depuis 2 ans la gestion de cette crise sanitaire à l'école. Ça fait 2 ans qu'on s'évertue, et d'ailleurs vous n'en pouvez plus de l'entendre dire, de demander les purificateurs d'air dans les salles de classe, le dédoublement des salles de classe, le recrutement de jeunes, la fourniture de masques FFP2. Ce qui est en cause profondément avec Jean-Michel Blanquer est le fait qu'aujourd'hui, il concentre toutes les critiques sur ses épaules. C'est son incapacité non seulement à gérer cette crise sanitaire à l'école, à entendre les revendications du personnel de l'éducation nationale. Enfin, il a fait des concessions la semaine dernière et il a maintenu l'école ouverte. Vous diront tout le monde, les parents notamment, qui ont été quand même satisfaits de voir l'école ouverte, contrairement à d'autres pays dans lesquels elle est restée fermée des mois entiers. Donc ça, vous ne pouvez pas lui reprocher. Mais Routel Krief, j'en suis d'accord. Nous sommes les premiers, avec Jean-Luc Mélenchon, à dire que la continuité pédagogique est absolument nécessaire. Nous non plus, nous n'aurions pas fermé les écoles. Par contre, Routel Krief, entendez-moi, nous aurions en effet recruté les 100 000 jeunes dont nous avons besoin pour dédoubler les effectifs. Nous aurions peut-être réquisitionné des locaux pour éviter les débordements de classe qui procèdent à des contaminations. Bref, nous aurions sans doute mis en application tout ce que nous avons proposé au gouvernement depuis 2 ans. Vous savez, c'est pas juste de la littérature, c'est des propositions concrètes qu'on a formulées. Et qui plus est, vous le savez, vous suivez les sessions de questions au gouvernement, le ministre Blanquer a aussi ce mépris et cette arrogance en permanence où toute opposition devient nécessairement son ennemi à titre personnel. Aujourd'hui, il s'est pris les pieds dans le tapis avec cette histoire d'Ibiza. Et donc vous en profitez, quoi, c'est ça que vous dites. Dans la figure. Et donc vous en profitez, non, ce que je dis simplement, c'est que Routel Krief, ce que je dis simplement, c'est que la semaine dernière, avant la carte postale d'Ibiza, depuis la manifestation, avec le personnel de l'éducation, nous demandions le départ de Jean-Michel Blanquer pour une raison, c'est que je pense qu'à cette heure, quelqu'un d'autre que lui serait beaucoup plus opérationnel. Vous voyez, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ont tellement sur eux, en quelque sorte, de coller leur arrogance, leur mépris et leur loupé, que parfois il vaut mieux effectivement les remplacer, tout simplement. Et je crois que quelqu'un d'autre aujourd'hui à ce poste serait davantage entendu dans le dialogue nécessaire avec le personnel enseignant qui, il faut le rappeler quand même, subit aussi en première ligne cette crise sanitaire avec toutes les conséquences qu'on voit. Et d'ailleurs, s'il y a parmi vous des parents d'élèves, c'est aussi les parents d'élèves qui n'en peuvent plus et qui d'ailleurs se mêlent à ces revendications. Non, mais bien sûr, mais une démission à 3 mois d'une élection présidentielle, symboliquement, ça peut être une victoire pour vous, mais concrètement, ça ne va pas changer la vie quotidienne, en l'occurrence, des enseignants, des parents. Puisque le protocole sanitaire, c'est le même, et c'est la haute autorité de santé qui le décide. Je ne partage pas votre avis, Routel Krief. Je crois sincèrement que même si le laps de temps d'ici à la fin du quinquennat se rapproche, je crois précisément qu'aujourd'hui, si quelqu'un d'autre remplaçait le ministre Blanquer, alors le dialogue serait plus apaisé avec le personnel enseignant. Je ne crois pas, contrairement à vous, que ça ne produirait aucun effet. C'est pas un plaisir que de réclamer la démission d'un ministre, c'est qu'on pense que politiquement ça aurait son utilité. Je crois que Jean-Michel Blanquer aujourd'hui est le maillon faible de ce gouvernement et qu'il n'est plus en capacité de faire ce qu'il faut faire dans une période difficile pour l'école. Alors David Revaud-Dallon a une question, puis Renaud Pilat pour vous. Adrien Quatennens, ça a une utilité politique, dites-vous. Est-ce que finalement, la principale utilité politique, à 3 mois du premier tour ou un peu moins, ce n'est pas d'embêter, pour rester poli, pour ne pas utiliser un autre terme, d'embêter Emmanuel Macron? Non, mais vous savez, je pense que, y compris, moi, je respecte tout à fait les sources du journalisme, mais on peut se poser la question de savoir qui était au courant pour ces vacances
et qui est allé fournir les éléments à Mediapart. On peut parfois se poser la question de savoir si c'est pas au sein même de la Macronie que se trouve la première des sources de bisbilles entre eux. Il faut quand même le rappeler parce qu'on commande beaucoup tout le paysage politique, mais ça tangue surtout du côté de la majorité aujourd'hui. Regardez par exemple, on voit en ce moment à quel point ça peut être très tendu entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe sur fond de cuisine électorale. Donc on peut aussi penser qu'au sein même de la Macronie, ils ont effectivement quelques problèmes. Non, nous tout simplement, je vous demande vraiment que ça soit entendu. Ça fait 2 ans qu'on fait des propositions, y compris sur l'école, nous ne sommes pas entendus et le personnel de l'éducation nationale n'a pas l'impression de l'être davantage. Vous voyez, à l'heure qu'il est, on sait qu'il y a encore beaucoup d'endroits où on ne reçoit pas les masques FFP2 alors qu'on sait depuis maintenant longtemps, et vous le savez aussi bien que moi, que ces masques-là protègent mieux que les autres, y compris... Mais la semaine dernière, le ministre a accordé un certain nombre de concessions qui auraient pu être faites avant, hein, c'est évident. Mais en tout cas, les masques FFP2, il y en a qui sont disponibles. Une question de Renaud Pilat. Oui, Adrien Quatennens, un petit pas de côté sur la campagne proprement dite. On voit dans votre sondage Rolling IFOP du soir que Jean-Luc Mélenchon est légèrement dynamique, mais plutôt en dynamique dans l'ensemble des gauches. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir dans les semaines qui viennent réflexe vote utile? Et pour cela, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va continuer à ripolliner son image, à l'adoucir pour peut-être attirer des électeurs qui n'étaient pas du tout insoumis, mais qui se disent « Bon, bah, s'il y en a un, c'est Jean-Luc Mélenchon ». Merci Renaud Pilat, parce que bon, Jean-Michel Blanquer est tout à fait passionnant, mais j'écoutais votre discussion avant sur l'élection présidentielle et j'étais plutôt gourmand d'y participer. Écoutez, j'avais envie de dire, quand je vous entendais discuter tout à l'heure, que ce qui est en train de se produire, en fait, fait partie, pour le moment en tout cas, du plan que nous avions en tête. C'est-à-dire, nous avions dans l'idée qu'à partir de la fin de l'année 2021, le paysage se stabiliserait et que de nouveau allait se produire ce que nous avions réussi à faire en 2017. Jean-Michel Apathy, je crois, rappelait très justement qu'on se trouve aujourd'hui dans le même étiage que nous l'étions en 2017. Or, et il y a une chose que, à mon avis, vous n'interrogez pas assez quand vous publiez des sondages, c'est le niveau de participation. Vous savez que les sondeurs ont des méthodes qui, aujourd'hui, ne prennent en compte essentiellement que les gens qui sont sûrs d'aller voter. Or, on sait que les choses évoluent et qu'elles évolueront d'autant plus vite et d'autant plus fort qu'on va se rapprocher de l'échéance qui est maintenant dans moins de 3 mois. Et nous savons depuis le début que notre sort est scellé au niveau de la participation populaire. Plus la participation sera forte, plus nous avons des chances de nous qualifier au second tour. Plus la participation sera faible, plus c'est un cadeau fait à Emmanuel Macron, dont on sait que lui, ses électeurs sont au contraire mobilisés. Alors, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est continuer à mettre en place... Justement, pardon, Adrien Quatennens, je voudrais réécouter avec vous, c'est très très court, quelque chose qui m'a surprise. Dans un meeting qui a fait preuve d'une très grande innovation technologique et vraiment qui restera dans l'histoire des meetings, hein, parce que c'était magnifique et que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup de talent et dans ce contexte, c'était particulièrement spectaculaire. Pourtant, votre candidat, il a quand même fait siffler le vaccin. Je voudrais qu'on l'écoute et je voudrais vous poser une question à ce propos. Et alors, ils inventent des passes sanitaires et des vaccins à 1, 2, 3, 4, 5 doses. Voilà. Est-ce que c'est la tactique... Pardon, je finis ma question. Vous voulez ramener les abstentionnistes et vous le dites très clairement. Vous dites notre sort est scellé aux abstentionnistes. Donc quand Jean-Luc Mélenchon fait ça, c'est-à-dire dans ce contexte magnifique, qu'il remet en question l'avancée scientifique qui a quand même marqué les 2 dernières années. Est-ce que c'est pas justement pour aller chercher ces abstentionnistes un peu anti-vax, un peu sceptiques, un peu contre tout, un peu anti-pass sanitaire comme vous, anti-pass vaccinal? Et est-ce que c'est pas justement une concession qui est faite de la part de l'intellectuel Jean-Luc Mélenchon? Rutel Krief, pardon, hein, vous êtes dans votre rôle, mais je dois vous dire que je vous connais suffisamment pour savoir que vous n'êtes pas complètement honnête à cet instant. Je doute que vous n'ayez pas regardé le discours de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être que votre séquence, là, parce que je la connais bien, hein, vous n'êtes pas la première à nous en parler, vous pourriez peut-être mettre la minute qui précède, mais je crois que malheureusement, elle n'est pas dans votre montage. Parce que la minute qui précède, Jean-Luc Mélenchon parle des causes des pandémies, des liens avec l'environnement, avec les élevages concentrationnaires, par exemple. Et en fait, ce qu'il fait dans le propos que vous venez de tenir, c'est pas
tenir un propos anti-vax, c'est faire ni plus ni moins ce que nous faisons à l'Assemblée nationale depuis des mois, c'est-à-dire dire oui, en effet, le vaccin fait partie de la solution, mais ce que dénonce Jean-Luc Mélenchon dans cette phrase, c'est le fait que le gouvernement est uniquement sur la question du vaccin, du vaccin, du vaccin. Vous savez, si Jean-Luc Mélenchon était anti-vax, d'abord, les parlementaires insoumis ne seraient pas vaccinés, or nous le sommes tous, et qui plus est, nous avons demandé les premiers la levée des brevets sur le vaccin, précisément parce qu'on pense tellement que le vaccin fait partie de l'arsenal que l'on veut que tout le monde puisse y avoir accès. En revanche, là où nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement, c'est qu'on ne considère pas non que le vaccin est la seule solution. Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, je crois, de Monsieur Véran. Laissez-moi terminer juste un instant, Ruth Krief. Monsieur Véran qui, dans l'hémicycle, nous disait « Dès lors que tout le monde sera vacciné, il n'y aura plus de pandémie ». Bon, vous voyez bien qu'aujourd'hui, le virus circule malgré la vaccination. Et je suis sûr que, comme moi, vous connaissez des gens qui ont le Covid et qui sont pour autant vaccinés, même avec leur 3e dose. Ce que nous disons simplement, c'est que la stratégie, elle passe par de multiples facteurs. Et l'ensemble des propositions que nous avons formulées sont balayées d'un revers de la main par le gouvernement. Il y a tellement de choses à faire. Voilà tout simplement ce que dénonce Jean-Luc Mélenchon. En quelque sorte, il disait dans cette phrase, tant que vous n'en finirez pas avec les élevages concentrationnaires et tout le reste, vous serez condamné à ce type de mesures. Que le meeting de Jean-Luc Mélenchon a été diffusé en longueur et qu'on a bien entendu, quand je parlais de l'intellectuel Jean-Luc Mélenchon, je le faisais à bon escient parce qu'il a fait effectivement un développement sur les origines des épidémies, etc. etc. Donc loin de moi l'idée de lui dénier cette qualité. Et justement, c'est pour cela que je suis surprise et un peu choquée. Et c'est justement pour ça que je vous dis, oui, vous allez chercher les abstentionnistes, vous le dites vous-même, et parmi eux, il y a des anti-vax. Je voulais vous répondre là-dessus, un peu ambigu, un peu borderline, comme on dit, et vous jouez avec cela, c'est tout. Ruth Krief, dites-le. Ruth Krief, supporter qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je crois que ce n'est pas du tout ambigu que de dire oui, le vaccin fait partie de la solution. Non, le pass vaccinal n'est pas la solution. Voilà, je ne pense pas que ça soit ambigu, ni que ça flatte tel ou tel. En revanche, pour répondre à votre question qui me paraît être la plus intéressante, si vous me permettez, c'est quelle est notre stratégie vis-à-vis de l'abstention ? Ruth Krief, ce n'est pas non plus à bout que je vais apprendre que parmi les abstentionnistes sont surreprésentés les plus jeunes, les ouvriers, les employés, ces femmes et ces hommes que nous allons voir toutes les semaines dans les quartiers populaires, parce que vous voyez les grands événements et c'est important et ça fait partie de la campagne et du récit de campagne, et merci de reconnaître nos talents et les talents de Jean-Luc Mélenchon en la matière, mais il y a aussi tout ce qui passe sous les radars, c'est le fait que par ailleurs, depuis déjà maintenant plus d'1 an et demi, il y a un travail de terrain qui se fait en profondeur auprès des gens qui s'abstiennent pour les convaincre de la nécessité d'aller voter et du fait que précisément s'ils veulent que ça change, c'est pas en restant à la maison que ça va se passer, parce que les autres, eux, ils vont y aller. Alors et dernière chose, dans le sondage que vous avez présenté, mais Justement, pardon, et pour conclure, Adrien Quatennens, je vous appelais Jean-Luc Mélenchon. Nous attendons Jean-Luc Mélenchon dans une émission que nous vous proposons à partir du 31 janvier avec David Pujadas et qui s'adresse, dans lequel il y aura un panel d'abstentionnistes qui devront être convaincus ou pas par le candidat et qui s'intitule Mission Convaincre et à laquelle nous invitons Jean-Luc Mélenchon. Nous attendons sa date. Je profite de l'occasion pour le dire publiquement et pour que vous en soyez l'émissaire pour le convaincre et nous donner une date. Et cette émission, elle aura lieu parce que justement, il y a tous ces abstentionnistes et tous ces Français qui regardent un peu de loin la politique et nous aussi, journalistes, qui aimons la politique, qui respectons la vie politique et le débat d'idées. On a envie de réconcilier les Français autour de cela. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je me ferai votre messager, Ruth Krief. Merci beaucoup. Merci, Adrien Quatennens. À très vite. Ça fait partie du jeu. Il est toujours intéressant. Adrien Quatennens, c'est toujours très intéressant, toujours de qualité. Mais ça n'empêche que quand même, il y a un peu d'ambiguïté dans la stratégie. Mais leur intérêt, c'est quand même d'aller, évidemment, s'adresser aux électeurs que Macron veut emmerder. Oui, mais être pour les vaccins et contre le pass vaccinal, c'est une position qui déjà ne tient pas debout. Et toute l'ambiguïté, elle est là, évidemment. Mais oui, c'est là où, dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, il y a quelque chose quand même qui est mystérieux et que je ne comprends pas de son point de vue. Juste avant, j'expliquais que pour élargir, et justement, quand on voit l'état des autres candidats, peut-être sauf Yannick Jadot, il y a un potentiel pour lui, pour monter à 12, 13, 15, 17, 19, peut-être que plus qu'en 2017. Mais lorsque justement vous voulez convaincre les abstentionnistes et notamment des quartiers populaires, pourquoi Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ne vont pas justement dans les quartiers populaires? Ils diront qu'ils le font quand même. Non, mais ceux où il y a le moins de vaccinés. De moins de vaccinés. Et ce travail, ils seraient peut-être les mieux à même de le faire. Et non,
parce qu'il est assez rompu au système médiatique, sur les réseaux sociaux notamment, on a retenu 1, 2, 3 doses et les sifflets, c'est comme ça. Alors, on va réécouter Jean-Michel Blanquer et on va être en direct avec Thierry Mariani, le député européen du Rassemblement national. Écoutez Jean-Michel Blanquer. Je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été. J'étais juste en plein air, en lien avec le gouvernement, le cabinet et les interlocuteurs, comme d'ailleurs la chronologie le montre. On voit bien que c'est peut-être un peu une erreur, puisque après, il y a cette exploitation qui est faite. Mais si on regarde froidement les choses, on ne doit pas non plus tous les jours se battre sa coulpe parce que les adversaires ont envie de vous déstabiliser. Voilà, merci Thierry Mariani d'être en direct avec nous. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national et député européen. Bon voilà, il a dit j'ai fait une erreur, la symbolique était mauvaise, mais j'ai travaillé, j'étais en congé et dans mes vacances j'ai travaillé. Voilà, ça suffit ou ça suffit pas? Écoutez, j'ai été ministre et je peux vous dire que moi j'ai passé mes 2 réveillons en 2010 et 2011 dans les aéroports parce qu'il y avait des problèmes. Voilà, le problème n'est pas qu'il soit parti à Ibiza ou pas. Et le vrai scandale pour moi, c'est le protocole sanitaire qui est annoncé pour les écoles la veille de la rentrée. Voilà, c'est ça le vrai scandale. Quand on est ministre, excusez-moi, et qu'il reste 4-5 mois de gouvernement maximum, je pense qu'on est au service de son ministère et on reste à Paris. Voilà. Après, franchement, on ne va pas en faire des tonnes là-dessus. Vous savez très bien qu'il ne démissionnera pas. Et puis, ce gouvernement est habitué un peu aux provocations de ce style. Est-ce que justement ça a des conséquences, par exemple sur le discours européen d'Emmanuel Macron? On aurait pu être aujourd'hui toute la journée à en parler et puis finalement on parle de cette polémique. On parle d'Europe. On parle d'Europe, mais on parlera d'Europe demain. Mais d'une certaine façon, vous avez cette distance parce que vous avez été ministre effectivement, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup mis d'huile sur le feu autour de ces journées à Ibiza. Hein. Vous remarquerez que pour Marine Le Pen, ce qui est le vrai scandale, c'est le protocole qui est annoncé aux enseignants et aux parents la veille. C'est ça pour moi le vrai scandale. Après aller Ibiza au mois de décembre, très franchement, il y a des destinations plus sympas au mois de décembre. Mais je pense tout simplement, et je le répète, parce que je l'ai vécu, je ne sais pas si vous vous souvenez, Madame Melkrieff, en 2010, c'était une vague de froid exceptionnelle et les avions étaient bloqués au sol parce qu'on manquait de glycol. Moi, j'ai passé les 2 réveillons de 2010 dans l'aéroport aux côtés des gens. Voilà, j'estime que quand, je le répète, il reste 4 mois avant la fin d'un gouvernement, on reste dans son ministère. Il aura le temps de prendre des vacances après. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour les enseignants? Qu'est-ce qu'on fait pour nos élèves? Quel est le protocole qu'on applique? Et surtout, ce que demande la communauté éducative, c'est qu'on arrête de changer tous les jours. Voilà. Et c'est pas en restant à Ibiza ou je ne sais où qu'on est le mieux placé pour apprécier la situation. 464 679 cas en 24 heures, plus 26% par rapport à mardi dernier. Vous et vos amis avez voté contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire. Or, selon le Conseil d'analyse économique, ce pass sanitaire, il aurait évité 4000 morts en France.